projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le monde du voyage avec notre invité et nous suivons les efforts à l'ouest du continent pour faire connaître la richesse faunique de l'Afrique. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. C'est un voyageur né, passionné par la découverte de cultures et d'horizons différents, au point d'y avoir consacré son avenir professionnel en devenant blogueur, puis en créant sa propre agence de voyage dévolue au continent africain. Son objectif, conseiller les voyageurs noirs. Il a même tiré de cette expérience en ouvrage Être noir et voyager. Rubens Fils est notre invité du jour. J'ai eu l'occasion de discuter avec des voyageurs noirs africains et il y en a vraiment très peu. Parce que pour voyager en tant que noir d'Afrique, ce n'est vraiment pas facile. Direction le Bénin qui veut concurrencer l'Est du continent avec Agualand, le plus grand parc faunique de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a constaté que la jeune population a du mal à se ressourcer, à aller vers ces richesses naturelles. Donc on a voulu rapprocher tout ça et permettre à ceux-là qui n'ont pas l'occasion de faire cette découverte, de pouvoir quand même le faire dans un site pas très loin d'eux. Et cap sur le Togo et une autre filière en plein boom, l'ananas bio, se taille une place de choix dans le développement agricole et il est devenu le favori des importateurs européens. On a la chance au Togo d'avoir des variétés comme le pain de sucre et le cayenne qui sont des anciennes variétés et qui sont beaucoup plus gustatives que les variétés MD2 qu'on propose du Costa Rica. Il est devenu une fierté au Bénin, le parc faunique Agualand, ouvert depuis 2021 sur une dizaine d'hectares, se veut à la fois une destination ludique, éducative et touristique. Ce concept est encore peu répandu en Afrique, mais il séduit déjà un nombre croissant de visiteurs attirés par la découverte animalière, l'offre d'événements culturels et la proposition hôtelière. De quoi booster les ambitions du pays, il se veut aujourd'hui une alternative à la dominance des grandes lodges du Kenya, de la Tanzanie ou de l'Afrique du Sud dans la valorisation de la diversité faunique du continent. Notre correspondant au Bénin, Didier Sogba, nous en dit plus. Regardez. Le Bénin a le plus grand parc zoologique de la sous-région ouest africaine. Son nom, c'est Agualand. Ouvert en 2021 par le député Edmond Agua, il accueille de 100 à 500 personnes par jour à Abomey-Calavi, à 20 minutes de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Dans ce lieu touristique installé sur plus de 10 hectares, la jeunesse africaine des villes a la chance de découvrir la richesse faunique africaine. On y découvre des animaux en voie de disparition et même des animaux qui ne sont pas originaires du continent africain, comme le tigre et le jaguar. Aujourd'hui, on a constaté que la jeune population a du mal à se ressourcer, à aller vers ces richesses naturelles. Donc on a voulu rapprocher tout ça et permettre à ceux-là qui n'ont pas l'occasion de faire cette découverte, de pouvoir quand même le faire dans un site pas très loin d'eux et à des coûts quand même abordables. Donc c'est un centre culturel, éducatif également et de formation parce que c'est un centre qui permet aux personnes qui apprennent la théorie à l'université à venir pratiquer vraiment ce qu'ils apprennent en classe en étant plus en contact avec la faune, la flore, les animaux, les différentes espèces que nous avons et également d'apprendre les vertus que nous avons au niveau des plantes qui sont sur le site. Le complexe touristique Agualand, avec ses 150 espèces et plus de 500 animaux, est un haut lieu d'éducation et de divertissement. Il accueille presque tous les week-ends des écoles et universités du Bénin. Le rôle des zoos, c'est que déjà même à l'école, nous enseignons certains animaux aux apprenants. Voyez-vous. Maintenant, quand on parle du lion par exemple, les enfants, ils voient le lion, le substitut du lion. Ils n'arrivent pas à voir le lion même en situation réelle de classe. Voyez-vous. Alors, lorsque l'enfant voit le substitut, il a la chance de venir visiter un parc dans lequel nous avons le lion et voir le vrai lion, il serait beaucoup plus attiré. Et ça va vouloir dire quoi? Lorsqu'il va se retourner peut-être à l'école, il pourra dire « Ah, j'ai vu le lion à telle couleur, à telle forme, il est à tel endroit, il sourit Y. » La panthère, les animaux et consorts. Le lion, moi j'ai jamais vu le lion debout. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir ça. Ces sorties pédagogiques scolaires sont aussi l'occasion pour certains parents d'écoliers de découvrir pour la première fois un zoo. Ça va permettre à nos enfants de réellement mettre un visage avec tout ce que nous apprenons dans les livres. Aujourd'hui, nous avons ça au Bénin,
Donc, ce serait intéressant que les écoles organisent déjà des sorties pédagogiques pour qu'on puisse voir les buffles qu'il y a, ne serait-ce que les biches. Tout le monde n'a pas vu de biches à Cotonou, donc c'est intéressant de pouvoir venir visiter. Moi, j'inciterai tout ce qui est ministre de l'Éducation nationale, enseignement primaire, secondaire, de financer, pourquoi pas, des sorties pédagogiques, un peu comme ils ont eu à le faire avec les trésors royaux, pour permettre à nos écoliers, à nos collégiens, à nos étudiants de venir découvrir ce que M. Agua met à disposition de ses compatriotes. Le Centre zoologique de recherche Agualand vient régler une lacune du système éducatif béninois, le manque de laboratoires d'application pour étudiants et chercheurs. Situé non loin des centres universitaires, cet espace réunit une grande variété de richesses fauniques. C'est mes maîtres et ma maîtresse qui m'ont parlé d'Agualand. À Agualand, on découvre des animaux comme le poisson, le porc-épic, le renard, le crocodile, les lions, les tigres, les jaguars, les hyènes, les oiseaux. Lors de la visite du zoo, l'animal qui m'a le plus impressionné, c'est le renard parce qu'il est intelligent et rusé. Ce projet initié par la famille Agua nourrit l'ambition de renforcer l'offre touristique béninoise avec un cadre à la fois naturel, ludique et instructif sans cesse renouvelé. Chaque 6 mois ou chaque 1 an, nous faisons l'insertion de nouveaux animaux. Donc l'année prochaine, normalement, tous nos visiteurs qui doivent arriver, puisqu'on a quelques espèces rares qui sont déjà là, mais qu'on a gardées en quarantaine. Donc je vais dévoiler peut-être déjà en avance pour ceux qui vont venir nous visiter l'année prochaine. Ils auront la chance de rencontrer nos chimpanzés, puisqu'on a eu quelques naissances pendant la quarantaine. Donc ils auront la chance en même temps de voir les familles chimpanzés, comment ils se comportent. En même temps, ils auront la chance aussi de pouvoir nourrir aussi ces bébés-là et de voir comment la vie se passe chez les primates. Depuis la récente attaque djihadiste qui ont rendu le parc Pendjari inaccessible, Agualand est devenu un circuit touristique incontournable pour les touristes qui veulent découvrir la richesse faunique du Bénin. Car bien que le Bénin soit doté d'un potentiel touristique important, la contribution du secteur touristique à l'économie reste faible à environ 2,6%. La promotion de la destination Bénin constitue l'un des enjeux de l'État afin de doubler d'ici 2025 l'apport du tourisme au PIB. Je vous le disais en titre, notre invité, Rubens Fils, est un grand voyageur, une passion qui a commencé jeune et qu'il a poursuivi pendant des années avant d'abandonner un emploi stable pour s'y consacrer entièrement. Et c'est là qu'il a réalisé que la condition du voyageur noir pouvait déboucher sur certaines mésaventures, d'où l'idée d'écrire un blog de conseils qui a bientôt été couronné de succès. Il a raconté ses débuts à Laurence Oustras et Thierry Schiller. Regardez. Rubens Fils, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueur de voyage et fondateur d'une agence de voyage spécialisée sur l'Afrique. Pourquoi cette fascination pour le voyage ? En fait, depuis très jeune, j'ai toujours aimé voyager. Déjà quand j'étais en primaire, on a fait plusieurs classes de nature. J'avais eu l'occasion de partir en Italie, en Angleterre, dans les Alpes, en Espagne. Ça me plaisait beaucoup. Et puis aussi, je suis parti à l'âge de 8 ans avec mon père à New York. Et j'avais beaucoup aimé. Et je pense que ça a commencé comme ça, en fait. Vous avez quitté un emploi stable après un licenciement économique pour voyager pendant 1 an. Qu'est-ce que vous a apporté ce périple ? J'en ai beaucoup appris sur la nature humaine. J'en ai appris sur les gens. J'ai voyagé dans des pays avec plein de cultures différentes. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens, même si on n'arrivait pas à parler la même langue, on arrivait à se comprendre. Et ça m'a apporté une certaine ouverture d'esprit. Et j'en suis ressorti grandi et enrichi. D'où vous est venue l'idée de votre blog ? Alors en fait, j'ai toujours aimé plus ou moins écrire. J'ai une facilité avec l'écriture. Et j'ai toujours aimé voyager, comme vous le savez. Et donc je me suis dit que la meilleure façon de combiner les deux, c'était de faire un blog voyage. Et donc vu que j'ai voyagé à long terme tout seul, je me suis dit que j'allais faire un blog voyage et l'alimenter et dire où j'allais, ce que je faisais, et donner des informations, plus des conseils pour les voyageurs. Vous avez parlé de l'étonnement des gens quand vous leur racontiez vos mésaventures pendant vos voyages, des mésaventures liées à la couleur de votre peau. À quelle situation vous êtes-vous vraiment trouvé confronté ?
Alors la plus commune, c'est vraiment quand j'arrivais à l'aéroport d'un pays et qu'il fallait passer l'immigration. En général, ça prend toujours un peu de temps parce qu'on va me poser plein de questions. On va me demander mon passeport, on va me demander si je suis vraiment français, on va me demander ma réservation d'hôtel, on va me demander mon billet de sortie du pays, tout plein de choses comme ça. Parfois mon argent, de montrer ma carte bleue. Donc ça, j'y ai vraiment été confronté assez régulièrement. Et en parlant avec d'autres voyageurs noirs, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul. Et puis dans certains pays, mais pas partout, il y a souvent des demandes de photos. Donc des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des noirs, qui demandent d'être pris en photo avec moi. Voilà, pour les montrer à leurs proches ou poster sur les réseaux, tout simplement. Est-ce que vous avez été confronté à des manifestations de racisme? C'est arrivé quelques fois, je ne vais pas forcément citer les pays, mais c'est arrivé quelques fois, ouais. Ou des micro-agressions surtout. Des micro-agressions ou des insultes dans la langue locale, mais je comprenais. Donc oui, c'est arrivé. Oui. Et comment désamorcez-vous ces situations? C'est pas forcément évident, mais il faut essayer d'ignorer et d'avancer. Et dire que ce sont eux les plus idiots entre eux et moi, mais j'ai pas eu une vraie, on va dire, attaque raciste directe. Souvent c'est indirect, c'est subtil, mais il faut essayer de passer outre en fait. Est-ce que vous avez l'impression que l'amour du voyage transcende le fait d'être un voyageur noir? Oui, quand même. Oui. Je veux dire, moi je n'y pense pas. En fait, ce qui me fait rappeler que c'est noir, ce sont les réactions des gens vis-à-vis de moi. Mais moi, concrètement, oui, ça transcende quand vous le dites. Non, moi, j'y pense pas à ma couleur de peau quand je voyage. Comment est venu exactement ce moment où vous vous êtes dit, il y a vraiment un problème, être noir et voyager, vraiment, il y a un problème là, je vais en parler? En fait, c'est quand j'ai commencé à alimenter mon blog, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de demandes, de messages d'autres voyageurs noirs qui me disaient « Ah, j'ai été à cet endroit moi aussi, où je compte y aller. Comment tu as vécu l'expérience? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu penses que c'est safe, que c'est pas dangereux pour moi ?» Et c'est vraiment au fur et à mesure des semaines que je commençais à recevoir de plus en plus de messages. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment un souci et qu'il fallait en parler. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. En Afrique de l'Ouest, le Togo parie sur l'expansion de la production de l'ananas. Ce secteur emploie aujourd'hui plus de 3200 producteurs. La niche de l'ananas bio, particulièrement prisée par les importateurs européens, est en plein boom. Nous revenons sur l'histoire de l'essor de ce secteur horticole de pointe à travers ce reportage de nos correspondants. Regardez. C'est vers 1540 que les navigateurs espagnols et portugais ont rapporté les premiers ananas d'Amérique du Sud. C'est un fruit exotique, aujourd'hui largement consommé dans le monde entier, avec une demande qui explose. Selon la FAO, la production mondiale d'ananas devrait bondir de 25 millions de tonnes en 2021 à 37 millions en 2030. Un marché en pleine explosion qu'on pourrait croire réservé aux géants mondiaux de l'ananas comme le Costa Rica ou encore le Nigeria, premier producteur africain avec 1,6 million de tonnes. C'est bien dans cette cour des grands que le Togo a décidé, dès 2018, de se faire une place en misant sur son atout majeur, la niche de l'ananas biologique. Et le projet enregistre déjà un réel succès auprès des petits producteurs, avec environ 16 000 tonnes d'ananas biologiques produites chaque année. Auparavant, nous avions de grandes difficultés financières. Mais maintenant, j'arrive à aider mon mari. De la scolarité de nos enfants aux dépenses de notre foyer, sans oublier les frais de santé et autres. J'arrive à partager cela avec mon mari. Nous avons réussi ce jour à mettre de l'argent de côté, avec lequel nous avons pu acheter une portion de terre, sur laquelle nous avons déjà commencé à construire, grâce à la production de l'ananas. La promotion de la culture de l'ananas a été amorcée pour la première fois au Togo dans les années 70, avant de connaître un déclin 20 ans plus tard.
En 2013, la filière a été relancée grâce à un appui de la coopération allemande. Nous sommes ici dans la région maritime de Tsévié, à 35 km au nord de Lomé, la capitale du Togo. Les champs d'ananas s'étendent sur des centaines d'hectares. Madame Awaya Dola applique les bonnes pratiques agricoles acquises dans les formations dispensées par le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo, le PROCAT. Elle est très fière de ses ananas bio. Notre ananas est produit sans engrais chimiques. Nous n'utilisons pas de NPK. Nous labourons la terre et c'est avec les herbes mortes et les excréments en guise d'engrais chimiques que nous cultivons l'ananas. Initié par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et de la coopération allemande, le projet est mis en œuvre par la GIZ et vise à renforcer toute la filière ananas, de la production à l'exportation en passant par la transformation pour la période 2018-2022. Budget 4 milliards de francs CFA, soit 6 millions d'euros, avec des objectifs assignés au projet. La production de 3900 tonnes de jus d'ananas bio, 260 tonnes d'ananas séchés, l'exportation de 2800 tonnes d'ananas frais ou encore la création de plus de 4700 emplois. Tout a commencé par la mise en place d'un vaste programme de formation complémentaire, comme ici, dans le champ école de Dainil, à l'ouest du pays. Et pour les producteurs, les effets sont déjà là. C'est à travers le projet que tout a changé. Et maintenant, avec les formations que la GIZ nous a octroyées, les formations FPS, les formations de gestion de comptabilité, les formations en termes de bonnes pratiques agricoles, les formations en termes de système de contrôle interne. Donc nous sommes maintenant outillés pour pouvoir maintenant être des producteurs modernes et par rapport à la production archaïque, par rapport à la production traditionnelle que nous faisions par le passé. Ensuite, il a fallu s'organiser pour que les producteurs soient assurés de vendre leur production d'ananas bio et que les transformateurs aient eux aussi la garantie d'avoir leur matière première. Nous avons constaté que les producteurs avaient des difficultés à écouler les produits. Alors qu'au même moment, juste à côté, il y a des transformateurs qui cherchent les produits et qui n'en trouvent pas. Donc nous avons estimé qu'il était important d'organiser tous ces producteurs en une fêtière qu'on appelle la FENACOPAT, une centrale d'achat qui regroupe tous ces producteurs-là, qui fait que quand ils produisent leurs produits, quand ils produisent leur ananas, ils vont collecter et vendre aux transformateurs. À Assaoum, à 50 km de la capitale, nous nous retrouvons dans l'une des sociétés spécialisées dans l'exportation de l'ananas biologique. Ici, on trie, nettoie, calibre, pèse et étiquette les fruits avant leur exportation. Dans l'organisation de la filière, 6 plateformes pilotent les centrales d'achat. Leur mot d'ordre, rester soudés face à ce marché où la concurrence locale est rude. Au lieu que les producteurs aillent à rang dispersé, la fédération a mis sur lui de faire la certification biologique de ces produits, de ces producteurs. Comme ça, est une force et ça peut aller au marché international. D'autant plus, nous avons aussi fait la formation sur la traçabilité. C'est-à-dire que depuis le rejet, depuis le mise en terre jusqu'à la consommation, on sait point par point le passage du fruit. Il faut dire que le Togo bénéficiait de 2 atouts majeurs avant même le lancement du projet. 50% de sa production était déjà bio et les variétés cultivées dans le pays très appréciées par les consommateurs européens. On a la chance au Togo d'avoir des variétés comme le pain de sucre et le cayenne qui sont des anciennes variétés et qui sont beaucoup plus gustatives que les variétés MD2 qu'on propose du Costa Rica. Il faut ajouter que le PROCAT a permis de renforcer la résilience du secteur face à la pandémie du Covid-19 et d'augmenter la production dans ce contexte. Le tonnage d'ananas transformé dans les unités certifiées
est passé de 2100 tonnes en 2018 à plus de 6700 en 2021, grâce à la formation des producteurs et à la mise à disposition de matériel moderne et de moyens de transport sécurisés des ananas vers les usines. Mais pour les professionnels, ces résultats encourageants ne doivent pas cacher les défis qui restent à relever. L'importance des filières végétales dans la filière ananas, c'est qu'il faudrait arriver à assurer la sécurité alimentaire et aussi développer la production pour pouvoir couvrir les besoins nationaux, mais aussi alimenter l'agro-industrie pour substituer les importations en ce qui concerne la consommation interne et aussi développer les exportations. C'est à ce prix seulement que le Togo gagnera son pari de se faire une place sur le marché de l'ananas bio en pleine croissance, avec, à la clé, des retombées financières pour le budget de l'État, la création de nouvelles entreprises et des milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes du pays. Être noir et voyager, c'est le titre de l'ouvrage que notre invité a consacré à son expérience de voyageur international. Quel obstacle déjouer quand on est noir et pourquoi est-il si difficile de voyager en tant qu'Africain? Ruben Fils nous en dit plus, écoutons-le. Ruben Fils, de blogueur, vous êtes devenu auteur avec votre ouvrage « Être noir et voyager ». Pourquoi ce thème exactement ? Donc, en fait, quand je parlais de mes expériences de voyage à des personnes non noires, donc personnes blanches surtout essentiellement, souvent elles étaient très surprises quand je leur partageais des anecdotes que je trouvais banales ou courantes en voyage. Et également quand je parlais de mes expériences à d'autres voyageurs noirs, ils me disaient en général qu'ils avaient vécu à peu près les mêmes choses. Et donc je me suis dit qu'il y avait un sujet à aborder. Et surtout, je me souviens être allé à un événement avec d'autres voyageurs où je leur disais que je pensais éventuellement écrire un livre. Ils étaient tous impressionnés. Ah oui, il faut absolument que tu le fasses, c'est un sujet important. En plus, tu as l'expérience. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais peut-être le faire. Et je l'ai fait. Généralement, quels conseils donnez-vous aux voyageurs noirs ? Alors, il n'y a pas de vrais conseils spécifiques aux voyageurs noirs, mais je dirais de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire déjà d'entrer en invisible dans certains pays, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs. Donc, comment expliquer éviter de se mettre dans des situations à risque, respecter la population locale, ne pas oublier qu'on n'est pas chez soi, sans forcément s'écraser, hein, mais toutes ces choses-là, des choses simples et banales qu'il faut faire. Et puis vraiment ne pas oublier qu'on est un visiteur et pas un local. C'est des conseils qu'on pourrait donner aussi à un voyageur blanc. Oui, complètement. Mais sauf que, on va dire que pour nous, c'est vraiment plus exacerbé puisque quoi qu'on fasse, on est vite remarqué en fait. On est vite remarqué puisque déjà par notre couleur de peau, notre attitude, et puis les gens ont plus tendance à nous fixer, à nous regarder, à voir ce qu'on fait, à nous analyser en permanence. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit aussi. Votre ouvrage est plus spécialement consacré aux voyageurs noirs occidentaux, mais un chapitre est réservé à l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? J'ai eu l'occasion de discuter avec des voyageurs noirs africains et il y en a vraiment très peu. Parce que pour voyager en tant que noir d'Afrique, ce n'est vraiment pas facile. Alors nous, en Occident, on a le souci de couleur de peau, les préjugés, toutes ces choses-là. Mais pour eux, c'est encore plus compliqué puisque peu importe où ils veulent aller, quasiment partout, il faut faire une demande de visa. Ce qui implique concrètement me raconter toute sa vie au service d'immigration, donc son emploi, sa famille, ses revenus, toutes ces choses-là que nous, on ne vit pas. Hein. Nous, quand on veut voyager, on prend un billet d'avion et on part. Eux, c'est pas comme ça. Ils doivent vraiment prouver qu'ils ont des revenus, qu'ils ont une famille, qu'ils ont de l'argent, qu'ils vont rentrer chez eux, qu'ils ne quittent pas leur domicile pour s'enfuir et ne pas revenir. Et ça, c'est vraiment la plus grosse complexité pour les voyageurs noirs d'Afrique. Vous avez fondé une agence de voyage spécialisée sur l'Afrique. Qu'espérez-vous apporter ? Alors moi, ici en Occident, enfin en France, les gens ont beaucoup de préjugés sur l'Afrique. C'est un continent pauvre, qui a rien à faire, que c'est moche, etc. Et moi, je voulais vraiment montrer aux gens que ce n'est pas le cas, que l'Afrique c'est pas un gros bloc monolithe où tous les pays sont les mêmes, que chaque pays a sa propre culture, ses propres coutumes, a sa propre cuisine,
Il y a plein de belles choses à voir, aussi bien en Tanzanie, avec les safaris, aussi bien au Sénégal, en Égypte, en Namibie, à Madagascar. Et c'est vraiment ça, je voulais vraiment montrer la beauté du continent, montrer aux gens que chaque pays a son identité propre et qu'il y a de très beaux paysages et de très belles choses à voir en Afrique. Dans votre groupe Facebook Voyageurs Noirs, que se passe-t-il? Quels sont les échanges? Est-ce que vous avez beaucoup de personnes du continent? Est-ce que, au contraire, pour les raisons que vous avez énoncées, c'est surtout des Occidentaux? Alors, j'ai essentiellement des gens de France, en grosse majorité, mais j'ai aussi des gens d'Afrique de l'Ouest, notamment Côte d'Ivoire et Sénégal, également Cameroun. Et en gros, sur le groupe, ce sont des questions que les gens ont posées sur une destination. Par exemple, je compte aller au Maroc, est-ce que vous y avez déjà été? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ou je compte aller en Roumanie, est-ce que c'est pas dangereux en tant que personne noire? Je compte aller aux États-Unis, qui a des conseils à donner pour Los Angeles? C'est des questions comme ça, en fait. Pour les voyageurs d'Afrique, quel avenir voyez-vous? Voyez-vous l'émergence d'une classe une classe moyenne qui aurait les moyens de voyager et peut-être la possibilité que progressivement ces obstacles, ces barrières à la sortie du territoire soient un peu adoucis ou assouplis? Ben moi je l'espère. Apparemment il commence à y avoir de plus en plus d'accords entre les différents pays africains qui permettent aux citoyens d'un pays africain d'aller à un autre avec moins de difficultés. Après c'est pas encore gagné, il y a du progrès, il y a encore du boulot. La seconde difficulté pour les voyageurs noirs d'Afrique qui veulent partir en tant que touristes dans un autre pays africain, ce sont les prix des billets d'avion qui sont vraiment extrêmement élevés en Afrique entre les pays sur place. Et c'est aussi ça qui bloque un peu, qui empêche les voyageurs noirs d'Afrique d'aller dans un pays voisin par exemple. Est-ce que c'est un aspect que vous aimeriez explorer dans votre agence de voyage, la possibilité de travailler avec des clients d'Afrique de l'Ouest par exemple? Ah oui, complètement. Moi, le but... Là, je commence à envoyer des voyageurs français en Afrique, mais puis après, à terme, envoyer des voyageurs noirs d'Afrique d'un pays à un autre, du Sénégal à la Côte d'Ivoire, du Bénin au Cap-Vert, du Maroc en Égypte, toutes ces choses-là. Hein. C'est également un de mes projets. Oui. Rubens Fils, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Rubens Fils ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et voilà, c'était la dernière émission de la saison. Je vous retrouve fin août avec de nouveaux invités, de nouveaux reportages. Et n'oubliez pas, vous pouvez revoir nos émissions dès la semaine prochaine, même chaîne, même heure et pendant toutes les vacances. Bonne semaine à tous.